Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on est le lundi 29 avril 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui dans l'émission, nous parlons d'un trouble souvent tabou, la dépression postpartum, ce qu'on pourrait définir comme une descente aux enfers pavée de solitude et d'angoisse. Le thème du jour, l'autre visage de la maternité. Alors pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Dr Amel Laharch, elle est hypnothérapeute, et Dr Serine Belkhouja qui est gynécologue. Avec nous aussi sur le plateau Samira Hadjamar pour sa rubrique Pêle-mêle, et elle nous parlera d'une solution dite miracle pour la dépression postpartum. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. On se retrouve après le générique. Alors que le bonheur devrait être parfait, certaines mamans peuvent ressentir des émotions très contrastées à l'arrivée de leur bébé. Alors aujourd'hui, on parle de dépression postpartum, qu'il ne faut pas confondre avec le baby blues. Et on va définir tout ça, définir la dépression postpartum, le baby blues, qu'est-ce que c'est, à quoi est due la dépression postpartum et comment s'en sortir, parce que oui, on peut s'en sortir. Et bien sûr, si le sujet vous intéresse, ça arrive. Si le sujet vous intéresse, vous parle, si vous voulez témoigner ou nous poser des questions, n'hésitez pas à formuler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Serine Belkhouja, vous êtes gynécologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir, comme à chaque fois. Plaisir partagé, bien sûr. Avec nous aussi Samira Hadjamar, bonjour. Pour la rubrique Pêle-mêle. Oui, Pêle-mêle. Ça va? Oui, alhamdoulilah, très très bien, ravie de vous retrouver. Très bien. Alors le thème du jour, alors je ne l'ai pas encore donné, le thème du jour, l'autre visage de la maternité. Oui, on parle de maternité, on parle surtout d'un tabou aujourd'hui. On parle de la dépression postpartum, c'est pas toujours évident d'en parler. Alors je tiens à préciser aussi que Dr Amel Laharch devait être avec nous aujourd'hui, elle est en route. Alors aujourd'hui c'est spectaculaire comme c'est bouché. Moi c'était bouché, pour Samira aussi c'était bouché, pour Dr Belkhouja aussi je pense que ça a été bouché aussi. Absolument. Donc elle risque d'arriver un petit peu en retard, mais il n'y a pas de souci, on est là. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser des questions par rapport au thème et à témoigner aussi. On a Dr Belkhouja qui est avec nous pour répondre à vos questions. On a Samira aussi pour sa rubrique Pêle-mêle. Dans ta rubrique, tu nous parles de quoi aujourd'hui? D'une pilule magique. Voilà, et de peut-être quelques solutions justement pour faire face à la dépression postpartum. Alors on commence tout de suite. Pêle-mêle. Justement de parler de dépression postpartum et tout ça. Donc il y aurait une solution miracle, dite miracle, une pilule miracle magique qui pourrait nous faire débarrasser du postpartum, dépression postpartum rapidement, c'est ça? Oui, rapidement, ou dans les plus rapidement que les antidépresseurs traditionnels, on va dire. Alors depuis le début de cette année, il y a un médicament américain qui a été mis sur le marché. Il n'est pas encore arrivé chez nous, mais nous on souhaite qu'il arrive aussi rapidement, pour aider les nombreuses mamans qui souffrent de ça. Alors, il y a 10 à 15% des mamans en Amérique, aux États-Unis, qui souffrent de cette dépression, de ce mal qui arrive, docteur va me corriger peut-être, 2 semaines après l'accouchement. À partir de 2 semaines, on va dire. Voilà. Donc, ce médicament s'appelle le Zurzuvae. C'est un non-stéroïde qui régule l'humeur, qui aide les mamans à essayer de réguler leurs hormones de manière à avoir une humeur plus stable, moins de crises de larmes, moins de crises de nerfs, moins de... Parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de bébés, beaucoup de choses changent dans le quotidien des parents, des mamans comme des papas. C'est tout un quotidien qui est chamboulé, il y a beaucoup de fatigue, il y a du sommeil en moins, il y a des responsabilités, il y a une sensibilité, parce qu'on est sensible, on a un nouveau être très fragile, on a peur de lui faire du mal en lui donnant son bain par exemple, on ne sait pas, surtout si c'est le premier, c'est encore plus difficile parce qu'on a peur de faire mal ou de faire quelque chose, n'est-ce pas docteur? C'est évident, c'est un petit être qui arrive. Et surtout quand c'est son petit premier, c'est vrai qu'au départ, c'est
pas évident. On reçoit ce cadeau dans sa vie, ce cadeau, oui, mais parfois on ne le perçoit pas comme tel. Parce que justement, on se retrouve. Avant, on était une personne indépendante, on ne s'occupait pas trop des autres en dehors peut-être de soi-même. Voilà, on était responsable de sa bonne santé, voilà, et on se retrouve tout à coup à gérer un nouvel être qui est totalement dépendant de nous. Exactement. Donc, ça peut évidemment être un petit peu compliqué pour les mamans. Et ça peut surtout provoquer beaucoup de peur. Exactement. Énormément de peur et de contraintes. Et donc les chercheurs américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé donc un stéroïde, des neuroactifs, voilà, qui agissent sur les neurotransmetteurs régulant l'humeur. C'est exactement ça le principe de ce médicament, qui apparemment est efficace. Il a fonctionné sur au moins une femme sur 7 aux États-Unis. Voilà. C'est des tests qui ont été faits sur un nombre de mamans, un test pour des personnes à qui on a donné, forcément ça se passe tout le temps comme ça, on donne à des mamans un placebo et puis le traitement. Et voilà. C'est comme ça, et ça a pris du temps. Il y a quand même des effets indésirables, hein. Bien sûr. Beaucoup, comme tout médicament, comme toute chimie, j'ai envie de dire. Donc la maman ne peut plus allaiter à partir du moment qu'elle est sous ce traitement, parce que tout simplement, ils ne connaissent pas les risques. D'accord. Voilà, ça provoque de la somnolence, comme beaucoup de médicaments. Antidépresseurs. Voilà, exactement, donc on ne peut pas conduire non plus. Ça reste que l'allaitement, ce n'est pas un luxe. Donc on ne peut pas faire un pas sur l'allaitement. Il y a d'autres manières de faire, il me semble, et j'espère que s'il est efficace, ils trouveront le moyen de faire en sorte qu'il soit accepté compatible avec l'allaitement. Oui. Exactement. Et donc, ça provoque quand même de la fatigue, même si en temps normal, les mamans... On est déjà fatigué. Voilà, souffrent énormément de fatigue. Voilà, donc il y a quelques contre-indications, on va dire, courantes. Voilà, courantes. Comme pour chaque antidépresseur, donc la somnolence, on ne peut pas conduire. Les effets secondaires. Surtout, c'est l'allaitement qui est le plus important. Voilà. En même temps, quand on connaît la dépression postpartum, il y a un risque de suicide, des pensées en tout cas très très noires, très sombres. Il vaut mieux prendre ce qu'on appelle aussi des phobies d'impulsion. On se voit faire des actes un peu où on se met en danger, où on met la vie du nouveau-né. Pardon, excusez-moi, c'est plus le cas extrême de la psychose plurale, qui est le cas extrême de la dépression. Qui n'est pas forcément... C'est comme une dépression encore plus sévère? Beaucoup plus sévère. C'est les pensées suicidaires, c'est l'infanticide. Ça, c'est des urgences psychiatriques. Hein. Ça va au-delà de la dépression du postpartum. D'accord. Oui. Ben voilà. Sinon, quand on veut une médecine naturelle, douce et tout, on va faire du yoga, on va faire du tai chi, on prend... Enfin, dans tous les cas, il y a une alimentation à respecter, enfin une hygiène alimentaire à respecter. On prend beaucoup plus de protéines, on fait attention à soi, on peut faire du tai chi. On s'entoure et on n'hésite pas à demander de l'aide parce que c'est vrai que c'est difficile de prendre en charge un nouveau-né. Et puis, toute aide est bienvenue. Il ne faut pas se dire non, c'est moi la maman, c'est moi qui dois tout faire, je dois apprendre à m'occuper de mon bébé. C'est toujours bon d'accepter l'aide des autres. Chez nous, la tradition fait que la fille, la jeune mère, voilà, la jeune maman va chez sa maman, elle est entourée de ses sœurs, de ses cousines. Enfin, il y a du monde qui vient, elle a de l'aide. On l'aide à... Ce qu'on appelle une fesse, c'est ça. On l'entoure pendant 40 jours, on lui fait à manger, on l'aide. Condition de ne pas se substituer à la nouvelle maman. Exactement. Quand on est maman soi-même et que, pardon, excusez-moi, ça arrive. Les chats dans la gorge. Oui. Ce stade-là, c'est toute la SPA qui est dans la gorge. Donc je disais, il ne faut pas non plus se substituer à la nouvelle maman, l'amputer justement de son nouveau rôle. Il faut savoir aussi céder la place à cette maman qui est en apprentissage. Parce que sinon, ça peut aussi créer un problème au moment où cette personne, cette maman, va se retrouver tout à coup toute seule. Voilà. Oui. Et donc, on va déplacer le problème. L'une des craintes, justement, c'est que pour des jeunes mamans qui a été constatée, et que les nouvelles mamans, enfin les jeunes mamans, ont peur de faire du mal au bébé. Il est petit, ils ne savent pas comment faire, donc comment le porter, le poser.
comment l'allaiter, comment Exactement. changer les couches et C'est tout ça. ça. C'est vrai Donc, il y a que beaucoup ça de serait bien de paniques. faire des formations. C'est pour ça qu'il faut accompagner la maman Voilà. et ne pas lui dire ah tu ne sais pas faire, C'est écarte-toi. ça. Exactement. Ce qui, Bien au contraire. ce qui arrive souvent. Très frustrant. Donc voilà, nous, chez nous, en général, il y a cet accompagnement. Soit c'est la belle-mère, parce que souvent, la jeune maman va chez la belle-mère ou chez sa maman. Et là, c'est pareil, il y a les sœurs et les belles-sœurs qui accompagnent, ou du moins jusqu'à ce qu'elle puisse se lever. On lui fait, si je ne me trompe pas, c'est avec sauce piquante, le poulet sauce piquante. Le harour, c'est des épices, Oui, voilà, épices c'est ça. enfin un mélange d'épices spéciales pour les femmes qui viennent d'accoucher. Donc c'est le harour, c'est j'étais hajjat bil harour. Exactement, C'est mchoucha aussi, Aussi. voilà. Et puis on conseille de donner des sardines parce que ça favorise la montée de lait apparemment. Voilà. C'est vrai, docteur? Oui, je retiens les sardines, hein, le reste je vous laisse parce que Tout ce c'est qui est très épicé, calorique. Voilà. Et Oui. donc, c'est pas forcément bon parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se lèvent pas avant les 40 jours. C'est ça. Et ça, on déconseille fortement. D'accord. Reprendre rapidement une activité physique. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. D'accord. Voilà. Donc quoi, il faut rester allongé pendant 40 Pas du Non, tout. pas du Ah, bien au d'accord. contraire. Faut Pas se du lever. tout. Le Faut se plus lever, tôt faut possible. Le bouger. plus tôt possible. Le plus- même après une césarienne, hein, il faut se lever le plus tôt possible et être active le plus tôt possible. Prendre justement son enfant en charge. Comme ça, on crée rapidement ce lien entre la maman et l'enfant. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il existe ce médicament qui s'appelle, il est un peu compliqué, Zurvé. Zuzurvé ou Oui. Zuzurvéa. Voilà, il est américain, on espère qu'il vienne en Algérie. Et en même temps, il y a tous ces remèdes naturels, cette activité qu'on peut pratiquer. C'est la méditation, c'est le tai chi, c'est en fait le yoga aussi qu'on peut pratiquer. On doit observer une alimentation aussi, une hygiène alimentaire, prendre un peu plus de protéines. Et Voilà. ne pas hésiter Dormir à en en même parler temps aussi. que le bébé. Oui, ça c'est choisir, l'astuce. Je pense que toute belle maman, toute maman donne à sa fille dès qu'il dort, tu dors. voilà. C'est pas grave si c'est le désordre dans la maison, mais dès qu'il dort, tu dors aussi. Comme ça, tu récupères au même moment, n'est-ce pas? Exactement. Vaut mieux le faire, oui. Il vaut mieux le faire. On sait déjà que la dépression du postpartum ou même le baby blues survient dans un contexte de fatigue importante. Donc l'idéal, c'est de pouvoir dormir. Faut-il y arriver? Justement, nos mamans à nous, particulièrement les nôtres, ou peut-être, je le dis parce que c'est la société que je connais, elles ont tendance à être un petit peu tatillons. Donc oui, je profite que bébé dorme pour aller faire mes tâches ménagères. Et ça, on déconseille fortement. Il faut vraiment prendre le temps de se reposer et de se caler sur le rythme du bébé. Sinon, sans ça, la maman s'effondre. Elle ne peut pas rester éveillée 24 heures sur 24 et ça peut, bien évidemment, l'enfoncer un peu plus dans son état dépressif ou dans son baby blues. Très bien. Voilà. Et puis ne plus hésiter à demander l'aide d'un professionnel et l'aide à sa famille, Exactement. ses parents ou sa belle famille aussi. C'est pareil, Et son sa conjoint famille. aussi. Son conjoint. Encore heureux, bien sûr. Sachant que c'est l'une des raisons des dépressions postpartum. Alors aujourd'hui, nous parlons de dépression postpartum. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On va faire une petite définition de la dépression postpartum et le baby blues. Vous avez dit le baby blues, on confond souvent la dépression postpartum avec le baby blues. Alors on commence avec le baby blues, qu'est-ce que c'est? Le baby blues, c'est assez fréquent. C'est 1 à 2 mamans sur 2000 qui vont faire ça. Donc vous voyez que c'est quand même assez fréquent. On n'en parle peut-être pas assez, mais c'est fréquent. Donc le baby blues survient dans les 24 heures après la naissance. Il est concomitant à la chute hormonale. Et c'est cette chute hormonale qui fait... Vous savez, c'est comme au moment où on est enceinte. La charge hormonale est tellement forte qu'on est fatigué, on n'est pas bien. Et c'est le même cheminement quand Pour il y a chute. l'accouchement. Donc il y a une forte chute hormonale brutale qui fait que l'impact est très important sur le corps et sur le psychique. Donc la psychose purpurale va se manifester dans les 24 heures. Mais pour les deux, même pour la dépression postpartum, il y a une chute. Oui, mais il y a une différence, c'est dans la latence, le temps. Oui. Donc la psychose purpurale, elle va se manifester assez rapidement après la naissance et ne devrait pas durer plus de 15 jours. Donc c'est des crises de larmes, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on pleure beaucoup et tout. Il faut se laisser aller, accepter que le corps change, que la situation change et s'adapter, c'est tout. Donc le baby blues dure combien de temps? Pas plus de 15 jours. 15 jours. Pas plus. C'est ce qu'on appelle psychose purpurale? Non, Non. pas du tout. Ça, Alors. c'est le baby blues. Il ne devrait pas, cet état
émotionnelle de la maman ne devrait pas durer plus de 15 jours, le temps qu'elle s'adapte, que son corps s'adapte à ce changement brutal d'hormones et de charge hormonale et qu'elle s'adapte à son nouveau rôle de maman. C'est 15 jours. Entre-temps, si elle pleure ou elle ne va pas bien, il faut qu'elle se laisse aller. Il faut que les gens autour comprennent qu'il n'y a pas de déni de cet enfant, il y a une adaptation, simplement. Donner le temps au corps de s'adapter. Pour ce qui est de la dépression du postpartum, là, on s'en rend compte car cela va durer au-delà de 15 jours et va s'installer dans le temps. Donc la dépression s'installe, on se sent mal, on mange mal, on ne dort pas, on est habité par de mauvaises pensées, on n'a plus envie de vivre, on n'a pas très envie de s'occuper de l'enfant, on ne le reconnaît pas, c'est un être humain qu'on ne connaît pas, il était dans mon ventre, maintenant il est sorti, mais qui sait? On a des idées pas très claires, on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans un rêve. Oui. C'est là où il faut se poser des questions. C'est là où il faut vraiment se dire, là, j'ai peut-être besoin d'aide et je dois peut-être consulter. Il n'est pas dit que dès le départ, on va instaurer un traitement ou un médicament, c'est l'écoute. L'écoute et on a besoin d'être accompagné à tous les niveaux. On n'a pas besoin de culpabiliser cette maman qui déjà ne se sent pas bien, qui déjà culpabilise de ne pas aimer cet enfant ça devrait être spontané, on le prend dans ses bras, c'est le plus beau jour de notre vie. Eh bien non, tout n'est pas fait comme ça, tout n'est pas aussi carré. Tout n'est pas instinct maternel. Ça vient, ça s'apprend. Il faut accepter que l'humain ait besoin de s'adapter. Il a besoin de s'adapter. On est préparé peut-être pas. Il y a les mamans qui ont fait un déni de grossesse. Et donc c'est doublement plus impactant pour elles. Donc dans ce cas-ci, c'est encore plus compliqué. Et chaque cas est un cas. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Chaque cas est un cas. Le plus important, c'est de savoir tirer la sonnette d'alarme. De ne pas se dire « Ah, je suis une mauvaise maman ». Il n'y a pas de mauvaise maman, surtout pas dans ces situations-là. La mauvaise maman, c'est celle qui aura conscience de ce qu'elle fait. Là, c'est une situation imposée. Il faut savoir se faire aider et surtout l'entourage. Excusez-moi du terme, mehboula, nekret son enfant. Ça, c'est des termes qu'une maman qui est déjà en situation de détresse absolue n'a pas envie d'entendre. Elle est déjà dans sa propre culpabilité, on n'a pas envie qu'on lui jette encore la pierre. Donc, voilà grosso modo. Et dans l'extrême, c'est la psychose puerpérale. Là, à ce moment-là, c'est une urgence psychiatrique. Il ne faut pas hésiter à prendre en charge et à hospitaliser la maman. D'accord. Il n'y a pas de hib dans ce qui est la psychiatrie. C'est aussi une médecine qui prend en charge de véritables pathologies à traiter et la maman aura besoin d'aide et d'encadrement médical. Très bien. Merci docteur. Alors aujourd'hui, nous parlons de la maternité. L'autre visage de la maternité, nous parlons de la dépression postpartum. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage que nous a préparé notre collègue Yasmine Blihidja qui parle du baby blues et on revient tout de suite après. Elles viennent de donner la vie, mais elles se sentent tristes, déprimées et elles ont envie de rien. Oui, on parle bien du baby blues, cette mini-dépression postnatale qui commence dès les premiers jours après l'accouchement et qui peut durer jusqu'à 2 semaines au maximum. Alors le baby blues, c'est un phénomène physiologique qui n'est pas pathologique du tout. Elles viennent d'accoucher, elles donnent la vie, normalement elles sont heureuses. Mais par contre, on se retrouve face à des mamans anxieuses qui vivent ça comme un événement douloureux, qui n'arrivent pas à dormir, qui ont des insomnies. Le bébé qui était à l'intérieur de leur ventre et il y avait un contact direct par le cordon ombilical, là il est dans le berceau. Il est très familier, mais elles le sont étrangers. Mais ce n'est pas une maladie, ça reste physiologique. C'est un phénomène physiologique qui arrive juste après l'accouchement. Il y a le pic, c'est un orage hormonal, il y a le pic aux 3 jours parce qu'il y a la chute brutale des hormones de cytocine pour donner la prolactine qui donnera ce miracle, le lait maternel. Et puis par après, ensuite, ça peut durer jusqu'à 15 jours. الجسم تاعي شغل ديفيرونس بين ما قبل ودوكا باسكو باسمو الولاده القيصريه واعره ثاني والبيبي ثاني شغل ما نقدرش نرفدو ما نقدرش نرضعو نعيا بزاف. Fatigue, irritabilité, troubles de l'humeur sont les symptômes qui reviennent le plus souvent en cas de baby blues. À cause d'une chute d'hormones, la femme se sent chamboulée, perdue, mais surtout a peur de sa nouvelle vie. Le baby blues est dû au chamboulement hormonal.
En postpartum, on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas la même concentration des hormones qu'on avait au cours de la grossesse. Donc le chamboulement va causer des sautes d'humeur rapides. La patiente, elle est joyeuse, elle sourit. Donc d'un seul coup, elle est dans un état dépressif, elle est dégoûtée. Une irritabilité aussi également, on peut avoir une irritabilité. Alors l'anxiété également, la patiente est anxieuse pour parfois sans cause, très souvent d'ailleurs. On a une diminution de la concentration, elle ne sait pas où elle a mis ses objets, pardon. Elle oublie. Pour prévenir, en fait, c'est la préparation à la naissance et parentalité. Il y a deux volets. Il y a un volet qui prépare la femme physiquement, tout ce qui est périnée et tout. Et il y a un autre volet, c'est le volet psychoprophylactique. C'est qu'on est là, on lui montre on lui explique, ce que c'est un accouchement, comment ça va se passer, les mécanismes de l'accouchement, comment gérer la douleur, comment allaiter son enfant. Si le bébé pleure, c'est normal. S'il dort pas la nuit, c'est normal aussi. Voilà, on lui explique aussi que l'accouchement, plutôt la grossesse, c'est un phénomène physiologique qui n'a pas besoin de traitement. La femme a été créée pour ça. Et puis voilà, en tout, c'est une prise en charge psychoprophylactique qu'il faudra. Ne soyez pas une maman parfaite, vous êtes déjà une maman. Déjà. Et voilà, c'est assez. Et prenez votre temps. Prenez le temps d'accepter votre corps parce que c'est tout un autre changement. Donc acceptez et respectez le temps qu'il faut, d'accord ? Ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit. Et surtout pour l'entourage, soyez là, soyez présent. Et s'il y a nécessité, il faut aller voir un professionnel de la santé mentale. Pendant le baby blues, la nouvelle maman se sent vulnérable et seule, qui oublie parfois qu'elle est entourée et soutenue par ses proches. Alors si vous le vivez et que vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il vous arrive, pensez à en parler à votre entourage. Ou pourquoi pas consulter un professionnel de la santé pour éviter une dépression plus grave. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui, on parle de dépression postpartum. L'autre visage de la maternité, c'est le thème du jour. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et nous a rejoint docteur Amel Lahareche. Bonjour, ça Bonjour va Monia. Ça s'est un peu débouché? Oui, ça va. C'est les aléas des directs, et ça arrive, c'est tout à fait normal. Vous êtes hypnothérapeute. Aujourd'hui, on parle aussi avec vous de la dépression postpartum. Alors, on a parlé de la différence entre dépression postpartum et le baby blues. Alors, on parle souvent aussi du plus beau jour de la vie d'une femme, c'est l'arrivée de son bébé, mais c'est devenu une injonction assez invalidante pour les femmes qui ne le vivent pas comme ça. Alors, il y a une certaine pression sociale, justement, autour de la maman, qui peut influencer, justement, son état émotionnel. N'est-ce pas? Oui. Oui, il y a la pression. Après, si vous permettez, Monia, je reviendrai sur le mot le plus beau jour de sa vie. En fait, c'est vrai qu'il y a la pression sociale, mais aussi la pression que la femme se fait à elle-même. Hein. Donc, une des raisons, justement, de la dépression postpartum, c'est un peu toute l'idéalisation de cette partie, de cette étape de la vie, hein, par rapport à la grossesse, comment sera le bébé, comment sera ma vie. Donc, il y a aussi l'environnement, certes, mais il y a beaucoup nous aussi. Hein, nous, comment on voit les choses, à quel point on laisse l'environnement aussi avoir de l'effet sur nous. Donc ça commence par soi. Hein. Donc, vous connaissez mes interventions. Je ne vais pas vous dire c'est l'environnement qui fait la dépression. Il peut, bien sûr, dans différentes situations, provoquer une dépression postpartum, mais ce n'est pas que. D'accord. Voilà. Donc l'injonction, oui, mais après, je pense que les femmes sont capables de dire ouais, je peux arrêter cette injonction, je ne suis pas obligée d'écouter cette injonction. Voilà, exactement. Est-ce que vous le ressentez justement pendant les consultations avec les mamans, justement les futures mamans, les femmes enceintes? Est-ce que vous ressentez cette pression qu'elles s'infligent à elles-mêmes ou qu'elles ont de leur entourage? Souvent, j'ai l'impression qu'elles sont prises dans un tourbillon. C'est très impressionnant parce qu'on a plus l'impression d'entendre les autres parler qu'elles-mêmes. Le désir des autres, sur le sexe de l'enfant notamment, sur le nombre d'enfants. Flaine veut 2, ma mère m'a dit rajoute encore, etc., etc. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elles ne deviennent que un objet, une couveuse parfois. Donc c'est vrai que ceux-là, elles ne se retrouvent plus dans leur rôle, dans ce qu'elles sont, dans leur corps.
la maternité ne leur appartient parfois plus. Heureusement que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Certaines savent parfaitement mettre le haut-là et dire que ceci est quelque chose qui leur appartient à elles et à leur conjoint, au futur papa. Ce n'est pas le cas de toutes. Ça viendra peut-être, c'est peut-être culturel ou je n'en sais rien, mais il faudrait qu'elles puissent peut-être, avec le temps et avec ce genre d'émission, apprendre à dire, comme a dit Amel, non. Ceci est mon histoire, je la conçois et je la crée comme j'ai envie de le faire. Exactement. Mais pour le moment, en tout cas, c'est encore assez compliqué. Est-ce qu'il y a la crainte de la douleur? Est-ce que ça impacte sur... Vous avez parlé des causes? On y arrive, justement. C'est important de connaître les causes. Oui. On a juste défini la différence entre le baby blues et la dépression postpartum. On a parlé d'un remède miracle qui existe maintenant aux États-Unis. Bah, justement, on vous attendait pour justement développer tout ça. De douleur, donc non, est-ce que la crainte de la douleur pèse sur le... Ça fait partie des causes, hein, parce qu'il y a les causes qui sont inhérentes à la femme elle-même et les causes qui sont inhérentes à l'environnement. On va commencer par l'environnement, parce qu'apparemment l'environnement, c'est toujours la bonne excuse, le pays, etc. Les autres, donc l'environnement, oui, il a un effet, ça peut être par rapport aux conditions socio-culturelles, ça peut être le couple, des problématiques dans le couple, ça peut être une pression, comme vous en avez parlé, de la famille, de la société par rapport à l'enfantement, à être une bonne mère, et la mère. Ça peut être aussi, si vous voulez, au-delà de l'injonction sociale, ça peut être des conditions financières. C'est pas le moment de faire un bébé, il n'y a pas des possibilités de le faire, ça c'est un peu l'environnement. Ce qui est interne et intérieur, c'est l'histoire de vie de la femme. C'est-à-dire, quand je dis l'histoire de vie, c'est sa relation au féminin, sa relation à sa maman, à ce que c'est qu'une maman. Je vous ai dit, on en a déjà parlé, on a dit que l'histoire d'une femme, par rapport à la mère et à la maternité, commence avec sa mère à elle. Et quand je dis ça commence avec sa mère à elle, c'est déjà avant l'accouchement de sa propre maman, parce que vous le savez, Céline peut vous le confirmer, un bébé est sensible, surtout le dernier trimestre, aux émotions de sa maman. Bon, heureusement que la nature est bien faite, il est un petit peu protégé par rapport à cela. Donc, premièrement, c'est sa relation à sa mère, comment était une mère. Ensuite, sa relation à son corps. Quand je dis son corps, ça peut être... Pas que. En fait, c'est plutôt la transformation du corps, la nouvelle étape du corps. Peut-être des accouchements qui se sont passés, qui se sont mal passés, qui ont été traumatiques pour la femme. Ça peut être des fausses couches, la perte de bébé, des avortements. Ça peut être aussi, je vous le dis, ça peut être des attouchements, ça peut être des abus. Donc, tout ce qui concerne un petit peu le corps de la femme. Et ensuite, vous avez son histoire psychologique, c'est-à-dire sa relation à sa maman, et son féminin à elle. Qu'est-ce qu'une femme? Quand je dis féminin, c'est pas la femme, c'est le féminin, parce que le féminin est censé donner. Le féminin, c'est l'amour inconditionnel. Vous voyez, le geste que je fais, alors que accoucher, c'est ça, en fait. Prendre soin d'un bébé, c'est je me fiche de moi, de ce qui arrive, et je m'occupe de ce nouvel être. Parfois, le féminin, chez beaucoup d'entre nous, est blessé. Et du coup, cette étape qui est de donner n'est pas, si vous voulez, traversée par les femmes. Ensuite, vous avez le volet un peu terrain. Alors, quand je dis terrain, ça peut être des dépressions qui sont déjà arrivées chez cette femme. Elle a pu faire des dépressions, même des dépressions postpartum, ou le terrain familial. En fait, dans la famille, il y a ça peut être un terrain fragile aussi, une femme un petit peu fragile, il y a des décès, des deuils non résolus, c'est-à-dire elle n'est pas déjà en bonne condition. Je rajoute à ça certains profils de femmes qui veulent tout maîtriser, qui veulent être parfaites, qui veulent être une excellente maman, une excellente épouse, une excellente femme, une excellente employée, la femme parfaite, Wonder Woman. Parfois, c'est des injonctions qu'elle s'impose à elle-même. Il faut que j'assure, il faut que je sois parfaite. Et j'ai oublié quelque chose de très important, le premier bébé. Le premier bébé, c'est-à-dire les extrêmes, c'est-à-dire le premier bébé et les extrêmes d'âge, trop jeune ou à la limite de pouvoir avoir un bébé. Voilà en gros ce qui peut déclencher une dépression. Et c'est pas systématique, c'est pas parce qu'on a ça ou ça que c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on a déjà vécu. Oui. C'est des facteurs, il n'y a pas une raison, si vous voulez, sûre. Voilà, c'est des facteurs. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pendant la grossesse qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille? S'observer psychologiquement. Est-ce qu'il y a une petite baisse de morale? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, de l'anxiété, je vais utiliser un terme entre guillemets, je mets bien entre guillemets, des crises d'angoisse, bien qu'il faut revenir sur la définition de ça, un manque d'intérêt pour le bébé, pour le partenaire. On sent qu'il y a comme, vous voyez la pile d'un téléphone?
Oui. Ça commence un petit peu à être être grignoté, un peu il y a rouge. Conflit du couple aussi. Voilà, hein. le conflit du couple. Et la pile devient rouge et elle clignote, donc ça peut être sur le plan physique, psychologique ou relationnel. La relation D'accord, aux autres. Est-ce Le que lit, justement... ça fait le lit justement de la dépression, beaucoup plus que de la Tout à fait. Baby blues. du baby, Du baby blues. Oui. Et justement, est-ce que les professionnels de la santé sensibilisent leurs patients par rapport à ça, leurs patientes, même le patient, enfin les patients en général, les parents, le mari et la femme par rapport à ce genre de trouble? Est-ce qu'on dit, par exemple, pendant la consultation, en général, si ça sera césarienne ou ça sera par voie naturelle, voilà, vous êtes à temps de mois, aujourd'hui c'est le sexe, aujourd'hui c'est ceci, cela, mais est-ce qu'on prend le temps aussi de dire, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important, voilà ce qui peut arriver. Est-ce que vous le faites en cabinet ou pas? Est-ce que, la question qui se pose, c'est est-ce que ces femmes-là vont avoir tendance à, entre guillemets, montrer ce qui se passe dans leur vie? Vous savez, il y a des patientes qui sont très opaques. Parfois, on arrive quand même, quand on les connaît bien, on arrive déjà à déceler très tôt les problèmes. On les voit venir gros comme une montagne. Il y a par contre d'autres patientes chez qui tout semble bien aller. La parfaite. Oui. Celle-ci qui va montrer, rien. qui va rien montrer. C'est inconscient Et aussi. là, Oui. Et là, même nous, on risque de se faire avoir. On est des êtres humains. On arrive parfois à le déceler, à le voir, parfois pas. C'est pour ça qu'on essaie d'établir cette relation. Nous, quand on est médecin de famille, parce que moi, dans mon cabinet, je deviens médecin de famille. Donc, j'ai un peu le relationnel familial. Je sais un peu, elles ont le temps de discuter quand elles en ont envie. On parle de choses et d'autres. Et donc, on arrive quand même à cerner ce genre de profil. Et on arrive très tôt, parce que quand elles viennent juste après le postpartum, c'est belle maman qui arrive, c'est maman avec la parturiente, la dame qui a accouché, et on arrive très vite à savoir où est le problème. On arrive un peu à les encadrer. Ça reste que, moi, dans ma situation, je ne peux le faire que comme un médecin de famille peut le faire. Je passe la main. Quand ça me dépasse, assez rapidement, j'oriente vers un psychiatre. Ce n'est pas mon travail autant que gynécologue. Moi, j'ai cette sensibilité de détecter le problème parce que je connais la malade. Est-ce que sur le grand flot de patients qu'on voit en consultation dans les grandes entités où on traite plus l'urgence que ce genre de problème, est-ce qu'on le voit? Je ne pense pas. Est-ce qu'on sensibilise pendant la grossesse et on parle de baby blues ou de postpartum à la... Très peu. Très peu. Très peu, honnêtement très peu. Je vous dis, dans certaines situations, on ne va pas l'inclure systématiquement. Après, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il y a une limite entre mettre le warning chez toutes les femmes, parce qu'après ce genre... en parler à toutes. On ne peut pas en parler. Non, parce que vous savez, des fois vous mettez l'idée à une patiente. Vous suggérez. Voilà, c'est une suggestion. Et ça, c'est une erreur qu'on peut commettre en étant bienveillant, alors que c'est une bêtise. Parce qu'on va lui suggérer, attention, tu peux faire ceci. C'est comme les femmes à qui on va dire, tu es enceinte, tu vas morfler pour ton accouchement. C'est automatique. ça y est, c'est la suggestion. Donc non, il faut vraiment savoir doser, savoir détecter chez les malades qu'on connaît et peut-être les accompagner et rester vigilante avec ces patientes-là. Mais le dire systématiquement, non. Pas automatiquement. Ah non, non. C'est 20% des femmes grand maximum qui le font. En fait, c'est pas non plus tout le monde qui le fait. Après, juste informer. Dire que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est le rôle, je pense, des médias, des réseaux, un professionnel de la santé. Si on lui pose la question, mais je suis d'accord avec Céline, que si vous dites ça à chaque femme qui vient en consultation de grossesse, vous allez vraiment suggérer ça. Vous pouvez suggérer ça sans faire exprès, en fait. Mais si elle pose parce la qu'il se peut question, que ça soit juste un baby blues. Hein. Oui. Donc, si c'est le cas, si elles ne se sentent pas bien, en général, les mamans et tout, elles reconnaissent les symptômes. Ça va passer. Quand elles sont bienveillantes, et souvent, heureusement, les mamans et les belles-mamans sont bienveillantes, donc elles vont avoir tendance à lui dire « mais t'inquiète pas, ça passera, on a toutes vécu ça avant ». Donc, ça va rentrer dans l'ordre. Elles n'arrivent même pas en consultation. Elles le disent de façon anecdotique. Quand c'est un baby blues, mais quand c'est une dépression postpartum, on commence à se poser des questions. On se dit pourquoi je ne vais pas... Monia, que si une femme est en réelle dépression, parce qu'on parle de la dépression vraie, ça se voit. L'entourage s'inquiète, elle s'inquiète, parce que je ne sais pas si vous avez parlé de ce à quoi ça ressemble, une dépression. C'est vraiment une tristesse intense.
c'est des pleurs incessants, des troubles du sommeil, elle dort beaucoup ou elle dort pas assez. Elle mange pas. Voilà, elle mange pas ou elle mange beaucoup. Elle s'occupe presque pas du tout du bébé, ni de toutes les tâches quotidiennes. C'est vraiment dépression. Quand on dit dépression, c'est la pression psychologique n'est plus. C'est une femme qui est là, presque un peu béate, amorphe, avec des pensées négatives, etc. Ça, c'est la vraie dépression. Souvent, mais quand l'entourage n'est pas informé, l'entourage va se poser des questions et on va va avoir une femme qui est vraiment en baisse. Au bout d'un moment, on s'inquiète de voir. Je vous dis, au début, c'est quelque chose, on culpabilise. Après, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle soit dans cet état. Donc, au bout d'un moment, on finit par consulter. On finit par l'emmener chez son médecin gynécologue le plus souvent, et c'est le médecin gynécologue qui fait le lien. C'est vrai qu'à la naissance d'un enfant, il y a tout un chamboulement. C'est une période assez intense. On dort moins, on est plus sensible, on est très fatigué. Donc comment faire le tri? Comment savoir que ce n'est pas juste la fatigue et puis tout ce changement qui fait qu'on est amorphe, ou c'est la dépression postpartum qui est en train de s'installer? Alors Mounia, c'est l'intensité des symptômes. Déjà, il y a une fatigue, c'est normal. Après avoir accouché, c'est vrai que nous sommes faites pour avoir des enfants, mais c'est quand même une expérience où la femme va être fatiguée. C'est un chamboulement hormonal, il y a un changement dans le corps, il y a un nouvel être, nouveau statut. C'est important ça aussi sur le plan psychologique. Donc se donner le temps, j'aime bien dire se lâcher la grappe, c'est un peu normal. D'ailleurs, dans les sociétés, c'est un peu en train de changer, mais avant, la femme, quand elle accouche, elle est entourée. Il y a sa maman, sa belle-mère, Idjiboulha à la clinique, ce qui la renforce un petit peu psychologiquement. C'est-à-dire, les sociétés savent comment faire, l'humain sait comment entourer une femme enceinte. C'est-à-dire ce soutien qui lui permet le temps de faire la transition. Donc c'est normal qu'on soit fatigué la première semaine. D'ailleurs, 900. C'est pas pour rien, Mounia. Si tu permets, je rebondis sur ça parce que moi, ce qui peut-être. Après, je reviens sur quelle est la différence. D'accord. Rapidement, juste pour dire qu'il faut aussi donner le temps à cette nefsa de se reposer. Parce que si elle ne se repose pas pendant que bébé dort, et elle est là à recevoir les gens. Oui, ça aussi c'est très important. Nefsa c'est bien, mais il faut lui laisser le temps de se reposer. Oui, je dis nefsa, c'est pas dans le sens visite. Oui. Non, je dis nefsa, c'est dans le sens le respect de cette période des 40 jours pour une femme. On dit qu'en fait, symboliquement, vraiment symboliquement, que ces 40 jours qu'on peut calquer sur un deuil ou même autre chose, tout ce que les prophètes ont fait, ces 40 jours c'est le temps où la femme sort du danger, qu'elle n'est plus en danger quand on passe ces 40 jours. Elle et son bébé, Symboliquement, on dit que ces 40 jours sont importants, donc on prend soin de la femme, on l'aide, elle prend soin de son bébé, mais toutes les sociétés, vous regardez l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, on a toujours pris soin de cet événement qui est la naissance d'un bébé. La femme qui s'occupe, avant que ce soit les médecins, la sage-femme. Pourquoi sage Sage, c'est-à-dire qu'elle va lui donner des conseils, qu'elle va être sage par rapport à cette transition, ce passage, parce que c'est vraiment un passage dans la vie d'une femme. Donc, il n'y a pas lieu, de mon point de vue, de s'alarmer ou de s'alerter, parce que c'est toujours là. Sauf qu'aux femmes, aux jeunes femmes, leur dire, si maman veut venir t'aider, laisse-la venir t'aider. Il faut accepter. Si ta belle-mère veut venir t'aider, laisse-la venir t'aider. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui veulent t'accompagner, laisse les gens venir, c'est important pour nous. Nous sommes des êtres sociaux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Absolument. Même s'il y a des conflits. Malish, c'est une période très délicate. Je laisse les autres m'aider. À condition comme je disais tout à l'heure, tu n'étais pas là, de ne pas se substituer à cette nouvelle maman. Écarte-toi. Ça, c'est clair. Tu sais pas faire. Aider, lui laisser. Aider, accompagner. Être plutôt la comme Becky au lieu de prendre la place de la maman pour le bébé. Accompagnement. Accompagnement, parce qu'une béquille, un béquille, non, en fait, c'est juste guider la femme. Elle sait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment allaiter, comment changer le bébé, les horaires du bébé. C'est-à-dire juste de accompagner. Le temps que ça se mette en place naturellement. Oui, bien sûr. Une question dans tout ça, le mari, il est où? Il est présent en principe, oui. Dans tout ça. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Dans quel sens? Je vais dire pourquoi. Je vais vous dire on ne va pas se mentir. Je ne dis pas qu'il faut pas. Il faut qu'il soit. On va parler de ce qui se passe sur le terrain réellement. Oui, concrètement. Il y a des hommes qui sont impliqués dans ça, qui aident, qui soutiennent. À la limite, si vous voulez mon point de vue, à la limite, il vaut mieux laisser le mari dans son rôle de responsabilité, c'est-à-dire qu'il va assurer que ça soit les courses, tout ce qui concerne la maison, que ça soit tout ce dont a besoin son épouse, etc., qu'il soit ce rôle un peu
masculin d'assurer. Quand je dis masculin, ça n'a rien à voir avec les droits de la femme ou de l'homme, non. C'est-à-dire quand il est un soutien, une épaule. C'est une épaule, il est là. Si elle est fatiguée, il l'emmène chez son médecin. Si elle a besoin de quelque chose, il fait ça. On ne va pas lui demander de se substituer à une maman qui allait ou qui change. Il peut aider, oui. En même temps, il peut ressentir, lui, le même sentiment de peur, tout à fait. Il peut même faire un... Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que les hommes aussi peuvent faire une dépression postpartum? Oui. Ce n'est pas juste les femmes qui... C'est très rare, mais oui. Sans changement hormonal. C'est pas forcément un changement hormonal, la dépression postpartum. Après, j'aimerais aussi, parce que moi, je suis médecin de femme, donc oui, qu'il reste dans son rôle. Je suis entièrement d'accord, qu'il aide aussi, parce que se réveiller tous les soirs, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, changer bébé à l'été, je pense qu'il peut y avoir une alternance. Ça, c'est les conseils. C'est des conseils parce que la maman tiendra plus longtemps le coup. Parce que si elle tombe, elle se fatigue, elle n'est pas bien, c'est lui qui va reprendre le relais. Alors, une épaule. Il faut vraiment s'entraider, se relayer. Si papa change les couches, maman allaite. Et ça fait que la nuit est plus facile pour les deux. Place, justement, c'est à l'homme de trouver sa place sans prendre la place de la... Voilà. C'est dans le sens épaule, parce qu'on va pas... Quand je dis on n'inverse pas les rôles, c'est-à-dire que si la femme, elle a tout ce qu'il lui faut pour s'occuper de son bébé, c'est la plus belle expérience pour elle. C'est-à-dire il y a des femmes qui vont adorer allaiter, il y a des femmes qui vont adorer ce moment, même si elle se lève à 3 heures du matin, ce moment d'intimité, parce qu'elle n'a rien dans la tête. Elle ne s'occupe pas d'autre chose. Il n'y a pas la belle-mère, les problèmes avec le couple, il n'y a pas autre chose autour d'elle. Il n'y a que ce moment intense qui est très important pour elle et pour ce nouvel être. Donc, elle pourra s'en occuper. C'est dans ce sens où je dis responsabilité. Mes propos, Mounia, ce n'est pas des propos de femme-homme. C'est féminin, masculin. Ce sont deux énergies différentes. Je parle d'énergie. Quand je dis énergie, c'est des comportements. Des comportements féminins et des comportements masculins. Je ne parle pas du tout des hommes et des femmes, du couple ou là. Que penses-tu de cette notion qui est ancré chez nous, que l'instinct maternel est là d'emblée et que l'instinct paternel se développe, se construit. Non, on en a déjà parlé. On a fait une émission à ce sujet. Non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ce n'est pas inné. Du tout. Du tout, ça se développe. Ça peut ne jamais exister. Ça peut ne jamais exister. Donc c'est toujours en lien avec l'histoire de vie de la personne, autant l'homme ou la femme. Non. D'accord. C'est faux. Dès que j'en ai l'instinct. C'est peut-être l'envie de réaliser quelque chose. C'est peut-être l'envie de faire quelque chose, de changer sa vie. Peut-être que cet enfant va changer ma vie. Non, cet enfant ne va pas changer ton avis. C'est un nouvel être humain. Il faut vraiment réfléchir à ce choix, à cette décision de faire un être humain. D'ailleurs, dans les causes, c'est les grossesses non désirées aussi, Monia. Les grossesses non désirées, ça peut être une cause de dépression postpartum. Oui, tout à fait. Et justement, quelles sont les répercussions sur le couple de la dépression sur le couple et puis sur l'enfant? On parlera d'abord du couple, de la dépression postpartum, parce que ça a forcément des répercussions. C'est une dépression. Donc vous avez une femme, c'est-à-dire on met entre guillemets la femme, elle est en souffrance, donc on ne va pas la culpabiliser, on ne va pas rajouter, elle est souffrante, il y a une douleur intense. Répercussions, c'est clair qu'il peut y avoir des conflits, un déchirement. S'il n'y a pas cette conscience chez le partenaire, il peut ne pas comprendre. Tu es maman, tu le voulais, maintenant tu l'as. C'est plus fort qu'elle. C'est une vraie dépression, c'est beaucoup plus fort que la personne. Donc les conséquences, c'est des conflits dans l'extrême. Le divorce. Séparation, dans l'extrême, mais vraiment l'extrême. Le bébé, là, c'est important, Mounia, de le signaler. C'est pour ça que la prise en charge est très importante. En fait, ça peut se répercuter sur le bébé dans tout ce qui est un peu développement psychomoteur. C'est-à-dire un bébé dont la mère n'est pas là, elle n'existe pas, elle est absente, peut avoir des conséquences dans sa vie future. C'est-à-dire avec la première partie qui est importante parce que la dépression peut durer. C'est pas comme baby blues, c'est 10 jours, ça passe, c'est rien, ça n'a presque aucune conséquence. La dépression non accompagnée peut durer des mois, voire des années. Imaginez un enfant avec une maman qui n'est pas là. Qui ne sourit pas. Qui ne sourit pas. Il le sent en plus, il sent ses émotions, qui ne s'occupe pas d'elle. C'est malgré elle. Ça peut avoir des répercussions psychologiques dans le développement psychomoteur, d'apprentissage et plein de choses. D'où l'intérêt de la prise en charge. Ça peut avoir aussi des nœuds qui peuvent ensuite ressortir à un âge plus avancé. Ça va être un terrain. Voilà. Si c'est une fille, ça va être un terrain, mais ce n'est pas systématique. Si cette fille n'a pas une bonne relation avec sa génitrice, pourquoi j'ai dit génitrice, ce n'est plus sa mère, parce que c'est juste une génitrice,
il se peut que plus tard, elle développe des choses pareilles. Il se peut que non, parce qu'il y a beaucoup de résilience aussi chez l'être humain. Donc, on ne va pas mettre l'évolution d'un être humain dans des cases. Bien précises, oui. Ou des Tout peut chemins changer. bien... C'est pas le GPS. D'accord. Le GPS, il change. D'accord, alors aujourd'hui nous parlons de dépression postpartum. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors Samira, tu veux dire quelque chose? Oui, dans l'idéal, pour une jeune maman qui vient d'accoucher, c'est de rentrer chez elle. C'est d'aller ni chez la mère, ni chez la belle-mère. C'est de rentrer chez elle directement et de recevoir si on veut recevoir. Mais dans l'idéal, c'est... De faire comme elle a envie de faire, D'accord. comme elle le sent. Oui. Il n'y a pas C'est de, elle qui il y a pas décide, de on ne lui loi. impose rien. Il n'y a pas de, voilà, ne surtout rien imposer. Si elle se sent bien chez elle et qu'elle se sent la force de démarrer cette nouvelle expérience toute seule, pourquoi pas? Et bien évidemment, elle doit garder à l'esprit que si elle est fatiguée et qu'elle a besoin de se gander, elle doit demander de l'aide. Maintenant, si elle a envie d'aller chez maman ou belle-maman, il ne faut pas que l'une ou l'autre lui en veuille. L'essentiel pour elle, c'est de démarrer cette expérience du bon pied. Moi, c'est mon avis, je Oui, sais je pas suis ce que d'accord avec elle toi. en pense. C'est-à-dire que c'est comme elle le sent réellement. Elle le sent, mais après, de demander de l'aide au besoin. Ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est-à-dire, c'est ça la sensibilisation. Dire que si tu arrives, tu sens que ça t'arrive pas, ça ne va pas, demande de l'aide. Oui, mais aider une femme qui est en dépression postpartum n'est pas forcément facile, n'est pas simple. Il y a des choses aussi à éviter de faire. Alors, on peut soulager, Mounia. On ne va pas traiter quelqu'un. C'est pas à l'entourage de prendre en charge une dépression. C'est pas possible. C'est un psychiatre. Le volet chimique, c'est les médicaments, c'est important. Ensuite, vous avez le volet psychologique. Ça peut être un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, ce que vous voulez. C'est important le volet psycho parce que ça va empêcher entre guillemets la récidive. Après, l'entourage peut aider en soulageant sur les tâches, en aidant sur le soin de bébé, si tu veux, c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu le matériel dans la vie. L'entourage peut dire et éviter les remarques. Justement, c'est par rapport à ça. Ça sert à rien de lui dire mais écoute, je vais bébé, non, elle déprime là. Elle déprime, elle écoute Tu as la chance d'avoir un bébé et d'autres payent pour en avoir un. Elle n'entend plus. C'est ce genre de phrase qu'on entend souvent où tu as la chance, tu as pu avoir un bébé, 2, 3, voilà. L'entourage ne fait pas exprès. Oui. L'entourage pense bien faire en fait. Justement, on est en train de sensibiliser aujourd'hui pour que l'entourage comprenne aussi. Voilà. Alors l'entourage, comme il ne comprend pas, c'est l'inconnu pour lui. Je suis qu'est-ce qui se passe? Parce que les femmes d'avant, je pense qu'elles n'étaient pas trop proches un peu de leur psyché, c'était normal. C'est les besoins d'un être humain. On en parle si vous voulez un jour. Les femmes d'avant, elles accouchent, elles se lèvent, elles vont travailler. Après, les besoins étaient différents. C'est-à-dire maintenant, la femme et l'homme ont d'autres besoins. Le besoin si vous voulez, de partager, de créer, de réaliser. Donc le besoin n'était... Avant, c'était juste la survie, la sécurité, le lien. Maintenant, il y a d'autres besoins chez les hommes et les femmes. Et puis c'était dilué parce que les mamans à l'époque, elles habitaient dans la grande maison. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, accompagnée. l'enfant était accompagné, il était pris en charge par les tantes, les cousines, les grandes sœurs. Donc, je pense la maman était entourée dans tous les cas. Elle était entourée dans tous les cas. Et donc, éviter les remarques quand juste dire, juste veiller à ce qu'elle se sente en sécurité. Voilà. Le maître mot, Mounia, c'est sécurité. Qu'elle se sente en sécurité, c'est-à-dire, je ne vais pas utiliser des mots qui vont la blesser, je ne vais pas lui demander des choses qu'elle ne peut pas réellement faire. Mais j'ai nodé ou bouger. Non, elle ne peut pas, elle déprime. La bienveillance. Voilà, la bienveillance. Pas toujours évident. Ah, la bienveillance. Je pense que c'est ce qui manque le plus dans ce genre de situation. Ne pas blesser, ne pas faire de mal et arrêter de culpabiliser la maman. Et surtout les mamans qu'elles ne se culpabilisent pas de la elles-mêmes. raison, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire purée, je suis mère et je ne ressens bien rien pour ce bébé, j'ai même pas envie d'en prendre soin, j'ai presque envie de me dire ouais, j'ai beau. C'est une dépression. C'est qu'elles comprennent que elles font pas exprès, qu'elles sont pas de mauvaises mères ou qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont pas du tout. C'est un état. Plus fort que. Avec une prise en charge, tout ira dans le mieux. Et justement, la prise en charge, on en parle. Alors, vous avez bon, c'est bien que les femmes aillent voir leur gynécologue, parce qu'elles auront plus de mal à aller voir un psychiatre. Alors, je les encourage, s'il y a des symptômes, d'aller voir le gynécologue, parce que le gynécologue peut orienter. Si c'est de l'ordre de baby blues, elle confirmera qu'elle va rassurer. Allez voir vos gynécologues s'il y a des symptômes, si vous ne vous sentez pas bien. C'est lui pour moi le premier maillon. Ça va pas sans, parce que je n'ai pas demandé à tout le monde d'aller voir un psychiatre, c'est pas possible. Oui. Et le gynécologue va orienter. Et puis le gynécologue a suivi toute la grossesse et l'accouchement, donc on est plus à l'aise. Et puis il connaît les antécédents, exactement. Notamment la schizophrénie.
la schizophrénie qui peut exister dans la famille, les antécédents de dépression chez la maman, chez la famille. Enfin, tout ça, c'est des signes d'alerte qui peuvent nous orienter vers la dépression et nous commander d'aller rapidement vers un psychiatre. D'accord. Et après, pour la prise en charge baby blues, il n'y a rien à faire. Ça passe. Hein. Il y a peut-être des compléments alimentaires à base d'oméga 3 qu'on peut même prendre avant l'accouchement. Notre dernier trimestre, on peut commencer à prendre des compléments alimentaires à base d'oméga 3, etc. Si c'est baby blues, on laisse passer, ça va passer tout seul. Hein. Voilà. Si c'est une dépression, donc ça va durer, c'est à partir du premier mois généralement que ça s'installe et ça dure des semaines, voire des mois. On va voir son gynécologue qui va orienter vers le psychiatre et la prise en charge, c'est 2 volets. C'est le psychiatre qui décide de donner des médicaments ou pas, des anxiolytiques ou là, des antidépresseurs. C'est lui qui voit, accompagné d'une psychothérapie. Si vous prenez juste des si vous voulez que les médicaments, ça peut faire du bien, mais la récidive est possible en fait. C'est-à-dire on n'est pas parti voir un peu l'origine. Hein. Donc psychothérapie, quel que soit le type d'accompagnement, il y en a tout plein. Hein. Donc allez voir un thérapeute. Ou pas refuser les comprimés si on prescrit des comprimés, si le médecin juge qu'il faut des comprimés. Alors, je vais vous dire, Monia, si vous avez un moteur de voiture qui est tellement roulé, il a tellement roulé qu'à un certain moment, je ne sais pas comment on dit. Oui. Il est grippé. Oui. Surchauffe. On a besoin de calmer le cerveau pour le préparer à la thérapie. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, je ne prends pas les... Oui, tu vas pas prendre toute ta vie. On n'est pas en état de pouvoir suivre une psychothérapie. Parfois, on a tellement de souffrance, c'est tellement down, la pile elle est tellement là vers le bas, qu'on a besoin de reposer un petit peu le cerveau pour que la personne soit prête à la thérapie. C'est-à-dire on prépare le terrain et les comprimés, c'est pas toute la vie. C'est pas toute la vie et c'est pas contre-indiqué dans le cas de l'allaitement. Le psychiatre fait très attention à ça. Donc il adapte les doses, il donne les bonnes molécules, donc il n'y a pas d'excuse de ce côté-ci. Et dire non, c'est parce que je veux allaiter mon bébé. Les psychiatres connaissent très bien leur sujet et ils savent ce qu'il faut faire pour une femme qui allaite. Donc ce n'est pas une excuse. Il y a des femmes qui vont vous dire il y aura de la dépendance. Le psychiatre, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va donner le temps que le médicament fasse son effet. Après, il va aller vers le sevrage. C'est-à-dire suivre ce que le psychiatre dit. La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est la thérapie. Parce que si on ne fait que ça, c'est pas suffisant. On peut rechuter. On n'est pas parti voir quelle est l'origine de... Voilà. Donc on n'a pas traité le mal à la base. Pardon, la relation mère-enfant, là, elle est très importante aussi. C'est pour ça que je disais l'allaitement dans ce cadre-là. Parce que quand ça va plus loin, là, c'est un peu plus particulier. Pour arriver à établir cette relation entre mère et enfant, il faut faire très attention parce qu'il y a le risque d'infanticide. Ça, c'est dans la psychose puerpérale. Donc là, s'il y a à faire ce travail-là, il faut que ça soit fait en milieu hospitalier, avec des psychiatres et tout. Mais sinon, dans les cas les moins sévères, il faut que cette relation puisse s'établir. Et l'allaitement, c'est un moment... C'est la meilleure solution. Ben oui, il y a l'ocytocine, il y a l'hormone de l'attachement, qui fait que ça permet de combattre... Et c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on prend des antidépresseurs qu'on peut pas. Là, il faut... L'allaitement peut aider justement à dépasser la dépression postpartum. Absolument. Le lien affectif. L'ocytocine, le lien... Il y a tout dans ce corps. Hein. Ah oui, c'est une belle machine. Il y a juste parfois qu'on l'aide un petit peu, mais tout existe à l'intérieur, tout est là. Il y a le mal et son remède dedans. Voilà. On est bien constitué justement pour pouvoir faire face à tous les aléas de la vie. Une création divine, elle est bien faite. Hein. La durée de la prise en charge, en combien de temps on peut guérir? Je ne sais pas si on peut dire ce mot, guérir. On va dire se libérer. Hein. Je préfère ce mot parce qu'il faudrait être malade. Ce mot, vraiment, je préfère éviter dans ce qui concerne tout ce qui est psychologique. Alors, ça dépend. Si c'est un baby blues, il y a quelques jours, ça passe. Si c'est une dépression, ça dépend de la précocité à laquelle on prend en charge. Hein. Donc, plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. Ensuite, bien sûr, il y a une durée de traitement médical. Hein. Chimique, ça va entre 3 et 6 mois. Ça dépend des psychiatres et l'accompagnement. Et à partir du 2e, 3e mois de traitement par médicament, on peut commencer la thérapie. Donc, on va aller sur 3 à 6 mois jusqu'à parfois 1 an. Ça dépend des causes, Monia. C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner une durée sur tout le monde. Hein. Parfois, ça peut être... Chaque cas est un cas, comme on le dit. Voilà, tout à fait. Voilà. Peut-être qu'avec le Zusur V, puisqu'il y a une réaction rapide, ça ne va plus s'étendre sur 3 à 6 mois. Oui. Voilà. Il y a toute l'action holistique, hein, c'est-à-dire l'environnement, le partenaire qui accompagne. En fait, si tout va bien dans la vie de la personne, ça va aller vite, hein, ça peut aller super vite. Le partenaire a un très grand rôle à jouer. Ah, franchement, c'est peut-être lourd pour ses épaules, mais
Mais c'est lourd, hein. Oui. J'imagine que tu dois être d'accord à propos de C'est déjà cela. un premier chamboulement, le fait d'avoir un enfant. Et si, avec l'arrivée de l'enfant, il y a aussi la dépression postpartum qui s'installe, ça ne fait pas beaucoup aussi Oui, mais sur les pour épaules du partenaire. vraiment Oui. beaucoup aider sur le plan psychologique. Quand on voit son partenaire partir, c'est encore plus compliqué. Est-ce qu'on peut se faire aider en même temps que son partenaire? Je suis là à soutenir une personne qui fait une dépression postpartum. Est-ce que moi, je peux aussi aller Dans l'idéal. Oui. l'idéal, Je dis bien dans oui. l'idéal. Faire une thérapie de famille aussi, ça pourrait marcher? Dans l'idéal. Chaque Quand cas je est dis dans différent. l'idéal, voilà. Non, c'est pas chaque cas. C'est-à-dire, vous savez, c'est pas. Je vais pas proposer des choses qui ne sont pas viables. D'accord. Voilà. Dans l'idéal, oui. D'accord. Alors, juste avant de finir l'émission, nous avons reçu un appel. Nous avons Amina qui nous appelle. Bonjour Amina, d'Alger. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Et vous? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors, vous avez une question? Alors, je remercie tous les dames qui sont présentes chez vous. Donc, je veux juste savoir, est-ce que maintenant j'ai 43 ans et j'ai 4 enfants, mais je crois que j'ai vécu ça pendant mon premier accouchement. Oui. L'aînée, elle a maintenant 18 ans. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était une dépression ou baby blues? Alors, moi, je dis toujours que c'est le baby blues. Mais il faut savoir que mon entourage n'est pas vraiment... Ne vous a pas aidé? C'est moi qui a découvert ça. D'accord. Je dis, j'ai vécu le baby blues, je ne sais pas, est-ce que c'était le baby blues? Est-ce que ça a duré juste après l'accouchement ou ça a duré dans le temps 3 mois, 4 mois plus? Ça a duré c'était pas des mois, mais je crois que c'était des années. Parce que j'ai pas vécu ça pendant les autres accouchements, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais j'ai toujours un sentiment, je sais pas, un sentiment de... Oui. Je sais pas, quand je vous entends maintenant... vous avez pu comprendre. J'ai la sensation je faille de pleurer, je sais pas, parce que je me culpabilise. Vous culpabilisez par rapport à ce que vous avez vécu. Par rapport à ma première fille. Merci beaucoup Amina d'avoir appelé et témoigné. Je suis vraiment désolée, nous sommes à la fin de l'émission. On va vous répondre tout de suite. Merci encore Amina pour votre témoignage. Amina, si vous m'entendez, c'est une étape dans la vie d'une maman, c'est le premier enfant, c'est pas évident d'avoir un premier enfant, mais je pense que votre fille, votre aînée vous a vu, elle est toujours là avec vous, elle a vu la maman. La maman, c'est pas juste à la naissance d'un bébé, c'est pas juste l'allaitement, la maman, c'est tout un cheminement, c'est toute la vie, c'est des étapes dans l'évolution de son enfant. Donc votre fille, votre aînée, et il se peut qu'elle ait vécu les choses autrement. C'est pas parce qu'on a dit qu'il peut y avoir des conséquences qu'il y a systématiquement des conséquences, parce que la maternité, c'est de 0 à 21 ans, 25 ans, de l'enfant, pour vous dire. Après, c'est 25 ans, c'est un adulte. Donc, rassurez-vous, Amina. Et puis, bravo, on sent une merci. tristesse dans sa voix. Et puis, justement, j'ai l'impression que ce n'est pas trop tard pour elle. Oui. Elle peut toujours se prendre en main. Tout à fait, Amina. Et elle pourra tourner la page et vivre sa vie différemment. Faire le deuil de cette étape. Elle va pouvoir se délester de tout ça. On ressent dans sa voix, on ressent le poids justement de cette expérience. On l'a ressenti, oui. moi j'ai eu la chair de poule. Son environnement n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ouais. Exactement. Alors une dernière question, mais rapidement si vous pouvez nous donner une réponse. C'est la fin. J'allais vous demander si cette épreuve, on pouvait en tirer quelque chose de positif. L'amour inconditionnel. Très bien, merci. Docteur Amel Lahachi, hypnothérapeute, docteur Céline Belkhodja, gynécologue, merci pour votre participation. Merci Samira pour sa participation aussi. Beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission sur Facebook ou YouTube de Canal Algérie, bien sûr. Et puis à demain, 10h30 en direct, toujours sur Canal Algérie. Au revoir.